Bienvenue dans un nouvel épisode de True Crime Documentary où nous découvrons les aspects les plus sombres du comportement humain. Aujourd'hui, nous explorons une affaire effrayante dans la paisible ville de Southville, au Texas, où une liaison secrète a conduit à une issue mortelle. La vie d'un jeune homme a été tragiquement écourtée dans un crime qui a choqué toute une communauté. C'est l'histoire de Tyler Martin, un jeune de 19 ans dont la vie s'est terminée dans une liaison tordue qui a échappé à tout contrôle. Tyler Martin n'avait que 19 ans et débordait de rêves et d'espoir pour l'avenir. Il vivait à Southville, au Texas, une ville paisible à l'extérieur de Houston. Tyler était en dernière année au lycée de Southville, où il excellait à la fois dans les études universitaires et dans les études automobiles. Il avait une profonde passion pour les voitures, passait d'innombrables heures à travailler sur des moteurs et rêvait d'ouvrir un jour son propre atelier de réparation automobile. Ses amis le voyaient souvent les mains tachées de graisse, en train de bricoler de vieux véhicules dans son allée. Tyler vivait avec sa grand-mère, une femme qui avait perdu la vue et qui comptait sur lui pour les soins quotidiens. Malgré son âge, Tyler a assumé cette responsabilité avec une maturité bien supérieure à son âge. Il a réussi à concilier ses études, un emploi à temps partiel dans un garage local et les soins à apporter à sa grand-mère sans se plaindre. Les voisins remarquaient souvent sa gentillesse, notant qu'il trouvait toujours le temps d'aider ceux qui en avaient besoin. Tyler sortait avec Emma Clark depuis 2 ans. Emma, elle aussi âgée de 19 ans, était une jeune femme intelligente et motivée qui partageait ses rêves d'un avenir brillant. Ils parlèrent de se marier après leurs études et de fonder une famille. Tyler économisait souvent son argent pour emmener Emma dans des endroits agréables, où ils discutaient de leur avenir autour d'un bon repas. Le couple était inséparable, et tout le monde s'attendait à ce qu'ils aient une longue et heureuse vie ensemble. Mais sous la surface se cachait un sombre secret. Tyler avait une liaison avec la mère d'Emma, Lisa Clark, une femme de 44 ans qui possédait une société de marketing à paliers multiples appelée Glamour Glow. Lisa était séduisante et avait du succès, mais elle avait une relation compliquée avec sa fille, rivalisant souvent avec elle pour attirer l'attention des hommes. La liaison de Tyler avec Lisa était un secret qui pesait lourd sur lui, compliquant sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Malgré ses rêves et ses projets, la vie de Tyler prit une tournure tragique. Sa liaison secrète allait bientôt conduire à une fin choquante et violente, laissant la communauté de Southville abasourdie et ses proches dévastés par la perte d'un jeune homme avec tant de potentiel. Le matin du 15 septembre 2022, Southville, au Texas, ressentait déjà la chaleur accablante de l'été. Vers 8 heures du matin, Helen, la grand-mère de Tyler Martin, remarqua que quelque chose n'allait pas. Helen, aveugle et dépendante de Tyler pour ses soins, ne l'avait pas entendu bouger dans la maison ce matin-là. Inquiète, elle l'appela, mais il n'obtint pas de réponse. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle réussit à appeler une voisine, Madame Betty Saunders, pour demander de l'aide. Madame Saunders, une infirmière à la retraite qui habitait à 2 maisons de là, se précipita vers elle. Elle connaissait Tyler depuis qu'il était petit et ne pouvait imaginer que quelque chose de grave se passait. Mais dès qu'elle entra dans la maison, elle sentit un frisson. Le salon était étrangement silencieux et il y avait une odeur métallique inhabituelle dans l'air. Madame Saunders appela Tyler, mais la maison resta silencieuse. Elle suivit l'odeur jusqu'à la chambre de Tyler et poussa la porte pour l'ouvrir. Le spectacle qui s'offrait à elle était inimaginable. Le corps sans vie de Tyler gisait sur le sol, flottant pratiquement dans son propre sang. Il avait été sauvagement poignardé à plusieurs reprises et ses yeux étaient presque crevés. Le couteau, encore trempé de sang, était sur le sol à côté de lui. Madame Saunders se figea sous le choc, sa main tremblante alors qu'elle composait le 911. Sa voix, habituellement calme et rassurante, tremblait alors qu'elle rapportait la scène à l'opératrice. « Oh, officier, il y a du sang partout !» balbutia-t-elle. En quelques minutes, la police et les ambulanciers sont arrivés dans cette modeste maison de plain-pied de la rue Elm. Les lumières clignotantes et la foule de voisins qui s'étaient rassemblés à l'extérieur ajoutaient à l'atmosphère surréaliste. Lorsque les premiers intervenants sont entrés dans la maison, ils ont été confrontés à une scène horrible qui allait les hanter pendant des années.
Madame Saunders, qui avait d'abord essayé de rester calme, était maintenant visiblement secouée, s'appuyant sur un autre voisin pour se soutenir. Hélène, toujours assise dans son fauteuil dans le salon, n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, inconsciente de l'horreur qui se déroulait à quelques pièces de là. Le quartier, autrefois calme, était désormais l'épicentre d'un crime brutal qui allait laisser tout le monde sous le choc. Le département de police de Southville est arrivé au domicile de Tyler Martin quelques minutes après l'appel au 911 de Madame Saunders, le matin du 15 septembre 2022. L'enquête était dirigée par le détective Jack Monroe, un enquêteur chevronné comptant plus de 20 ans d'expérience dans la police, connu pour son approche pragmatique et son dévouement. Monroe était une personnalité respectée au sein du département. Il était rejoint par le détective Laura Perez, une policière plus jeune, à l'esprit vif et au sens aigu du détail. En entrant dans la maison, la scène du crime leur parut immédiatement bouleversante. La chambre, autrefois douillette, était désormais un spectacle macabre. Du sang giclait sur les murs et le sol, créant un motif chaotique qui racontait l'histoire d'une violence et d'un désespoir extrême. L'odeur du fer flottait dans l'air, se mêlant à la chaleur oppressante de ce matin de septembre. Le corps de Tyler gisait recroquevillé sur le sol, la brutalité de l'attaque étant évidente à travers les multiples blessures au couteau et les yeux presque crevés. Le couteau de cuisine utilisé lors de l'attaque, une arme courante mais mortelle, a été retrouvé à côté de lui, couvert de sang. Malgré 16 années d'expérience, le détective Monroe ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule au ventre en observant la scène. Il savait immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. La férocité de l'attaque suggérait quelque chose de profondément personnel. Il ne s'agissait pas simplement d'un meurtre, pensait Monroe. Il s'agissait d'un crime passionnel. Perez a commencé à photographier la scène, documentant soigneusement chaque détail. Ils ont méticuleusement collecté les preuves en s'assurant que rien n'était oublié. Le couteau, les traces de sang et les empreintes digitales ont été soigneusement enregistrées. Les experts médico-légaux les ont ensuite analysés pour reconstituer la séquence des événements. Au cours de leur travail, les détectives ont également noté l'état du reste de la maison. Le salon, où la grand-mère de Tyler, Hélène, était assise, est resté intact, ce qui contraste fortement avec l'horreur qui règne dans la chambre. Cela indique que l'attaque a été rapide, prenant Tyler par surprise, peut-être au cours d'une routine matinale. Dehors, les voisins s'étaient rassemblés, murmurant entre eux, essayant de comprendre la tragédie qui avait frappé leur paisible communauté. Le détective Monroe savait qu'il était important d'agir vite. Il a chargé des agents de ratisser le quartier, espérant que quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Dans un endroit aussi soudé que Southville, où tout le monde se connaissait, il y avait toujours une chance que quelqu'un ait remarqué quelque chose qui pourrait faire éclater l'affaire. Le premier suspect sur la liste du détective Monroe était Lisa Clark, la mère de la petite amie de Tyler, Emma. Lisa avait 44 ans et avait toujours été au centre de l'attention dans les cercles sociaux de Southville. Elle était connue pour son physique remarquable et pour sa société de marketing à paliers multiples, Glamour Glow, qui vendait des cosmétiques et des produits de soins pour la peau. Certains habitants ont murmuré que son entreprise était une arnaque, mais Lisa a rejeté les critiques, profitant des récompenses financières et de la célébrité. Lisa avait une relation compliquée avec sa fille, Emma. Bien qu'elle semblait proche, ses amis ont remarqué une tension sous-jacente entre elles, souvent due à la jalousie de Lisa envers la jeunesse et la beauté d'Emma. Lisa avait l'habitude de rivaliser avec sa fille pour attirer l'attention, en particulier de la part des hommes. Cette rivalité a pris une tournure sombre lorsque Lisa a commencé une liaison avec Tyler Martin, le petit ami de sa fille. Cette liaison était un secret bien gardé, connu seulement d'eux, car c'était le genre de secret qui pouvait détruire des vies. Lisa justifiait cette relation comme un moyen de retrouver sa jeunesse perdue, mais il était clair pour ses proches qu'elle devenait dangereusement obsédée par Tyler. Lorsque les détectives Jack Monroe et Laura Perez ont amené Lisa pour l'interroger, elle était visiblement secouée mais a essayé de garder son sang-froid. Vêtue d'un tailleur impeccable et d'un maquillage impeccable, il y avait une nervosité dans ses yeux qui n'est pas passée inaperçue. Les détectives ont commencé par des questions de routine, l'interrogeant sur sa relation avec Tyler et sur ses allées et venues la nuit du meurtre.
Lisa a affirmé qu'elle était seule à la maison, travaillant tard dans la nuit sur son entreprise. Sa voix était ferme, mais il y avait une légère tension dans son ton. Lorsqu'on l'interrogea sur Tyler, elle le décrivit comme un beau jeune homme, mais minimisa leur relation, le décrivant simplement comme le petit ami de sa fille. Cependant, au fil de l'interrogatoire, son sang-froid commença à se fissurer. Lorsque Monroe la pressa de parler de cette liaison, le comportement de Lisa changea. Elle se mit sur la défensive, ses réponses furent brèves et concises. Elle nia d'abord la liaison, mais lorsqu'on lui présenta les preuves, elle s'effondra. Les larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle avoua la liaison, mais nia avec véhémence toute implication dans le meurtre de Tyler. « C'était mon petit ange !» s'écria-t-elle. « Dieu m'en est témoin, je ne lui ferai jamais de mal. » Malgré son emportement émotionnel, l'inspecteur Monroe n'était pas convaincu. Son obsession pour Tyler et la jalousie intense qu'elle nourrissait envers sa fille faisaient d'elle la principale suspecte. Le deuxième suspect de l'enquête était Emma Clark, la fille de 19 ans de Lisa Clark et de la petite amie de Tyler Martin. Emma était une jeune femme brillante et ambitieuse qui venait de terminer ses études secondaires en juin 2022. Elle avait hâte de commencer ses études universitaires à l'automne, avec le projet d'étudier la gestion d'entreprise à l'Université du Texas. Ses amis et sa famille décrivaient Emma comme une personne bienveillante, mais parfois éclipsée par la personnalité dominante de sa mère. Emma et Tyler sortaient ensemble depuis 2 ans et, de la vie générale, ils étaient profondément amoureux. Ils avaient même envisagé de se marier après la fin du lycée d'Emma, un projet qui avait enthousiasmé leurs 2 familles dans une ville conservatrice où les mariages précoces étaient monnaie courante. Cependant, la révélation de la liaison de sa mère avec Tyler avait bouleversé le monde d'Emma. La découverte de la trahison l'avait laissé le cœur brisé et furieuse, mais elle avait affirmé qu'elle était innocente de toute implication dans la mort de Tyler. Lorsque les enquêteurs ont amené Emma pour l'interroger, elle semblait épuisée émotionnellement. Vêtue d'un jean et d'un T-shirt de sa classe de terminale, elle semblait beaucoup plus jeune que son âge, presque enfantine dans son chagrin. Les enquêteurs Monroe et Perez ont commencé l'interrogatoire avec douceur, lui demandant de raconter sa relation avec Tyler et comment elle avait découvert cette liaison. La voix d'Emma tremblait tandis qu'elle parlait, ses yeux remplis de larmes. Elle a décrit comment elle était tombée par hasard sur des textos sexuellement explicites entre sa mère et Tyler quelques jours avant sa mort. Cette découverte a conduit à une violente dispute entre elle et Lisa, mais Emma a affirmé qu'elle avait essayé de passer à autre chose. « J'aimais Tyler, et je ne voulais pas le perdre », a-t-elle dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Cependant, lorsqu'on lui a demandé où elle se trouvait la nuit du meurtre, la version d'Emma est devenue moins claire. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait passé la nuit chez son amie Sarah, à quelques pâtés de maison de chez Tyler, mais elle a eu du mal à fournir des détails sur la soirée. Interrogée séparément, Sarah a confirmé qu'Emma était présente, mais a mentionné qu'Emma était partie vers minuit, quelques heures avant l'heure estimée du meurtre. Alors que les détectives insistaient davantage auprès d'Emma, son comportement est passé de la tristesse à la défensive. Elle a nié toute implication dans la mort de Tyler, mais la colère était évidente dans sa voix. « Je ne lui ferai jamais de mal », a-t-elle répété, bien que ses mains tremblaient en parlant. Lorsqu'on lui a montré des preuves de la liaison, notamment les messages explicites de Lisa envoyés à Tyler, Emma s'est effondrée, sanglotant de manière incontrôlable. Son chagrin était à vif, mais il a également soulevé des questions. Pleurait-elle à cause de la perte ou cachait-elle quelque chose de plus? Malgré son état émotionnel, Emma a maintenu son innocence tout au long de l'interrogatoire. Elle a admis s'être sentie trahie et en colère, mais a insisté sur le fait qu'elle n'était pas capable de meurtre. Cependant, son alibi flou et l'intensité de ses émotions ont laissé le détective Monroe avec des doutes persistants. Le troisième suspect dans l'enquête était Robert Bob Clark, 48 ans, père d'Emma Clark et mari de Lisa Clark. Robert était un avocat à succès, connu localement comme un chasseur d'ambulance en raison de sa réputation de défenseur des droits des personnes. Il était bien connu à Southville, au Texas, pour son esprit juridique aiguisé et sa capacité à gagner des procès,
mais aussi pour sa tendance à s'absenter du domicile en raison de son emploi du temps chargé. Robert était un homme qui accordait de l'importance aux apparences. Il était fier de maintenir une image familiale parfaite, même si cela signifiait fermer les yeux sur les problèmes qui se préparaient sous son propre toit. Bien que Robert soit souvent absent au bureau ou au tribunal, il n'était pas totalement insensible à la tension et au jeu de jalousie sexuelle entre Lisa et Emma. Il avait des soupçons sur le comportement de Lisa, en particulier sur son intérêt sexuel inapproprié pour d'autres hommes, mais il choisit de les ignorer, espérant que le problème se résoudrait tout seul. Lorsque la police convoqua Robert pour l'interroger, il apparut calme, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate, comme s'il se préparait pour une journée au tribunal. Les détectives Monroe et Perez commencèrent l'interrogatoire en interrogeant Robert sur sa relation avec sa femme et sa fille. Robert décrivit son mariage avec Lisa comme compliqué, mais insista sur le fait qu'ils avaient un lien fort et avaient des relations sexuelles régulières. Il affirma que sa relation avec Emma était également en bons termes, bien qu'il ait admis qu'ils n'étaient pas aussi proches qu'il l'aurait souhaité, en partie à cause de ses longues heures de travail. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur Tyler. Robert a admis qu'il aimait Tyler et qu'il pensait qu'il était un bon partenaire pour Emma. Cependant, lorsqu'il a été confronté à la liaison entre Tyler et Lisa, le comportement de Robert a changé. Il a serré la mâchoire et évité le contact visuel, manifestement mal à l'aise avec le sujet. Il a affirmé qu'il n'avait pas été au courant de la liaison jusqu'après la mort de Tyler, déclarant « Si j'avais su, j'y aurais mis un terme immédiatement ». Les enquêteurs ont demandé à Robert où il se trouvait la nuit du meurtre. Il a déclaré qu'il avait travaillé tard à son bureau, examinant un dossier pour un procès à venir. Il a fourni les noms de collègues qui pouvaient se porter garant de son alibi, mais son ton était défensif. La réponse de Robert à l'interrogatoire a été calme mais distante, donnant l'impression qu'il se retenait. Au cours de l'interrogatoire, Robert a maintenu son innocence, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Tyler. Cependant, sa réticence à discuter de l'affaire et son détachement apparent par rapport à la situation ont mis les enquêteurs mal à l'aise. Robert ignorait-il vraiment les agissements de sa femme ou cachait-il quelque chose pour protéger la réputation de sa famille? Malgré son apparence calme, l'évasivité de Robert pendant l'interrogatoire a éveillé les soupçons. Les enquêteurs ne pouvaient s'empêcher de penser que son histoire était plus complexe que ceux qu'il laissait entendre. Par un après-midi torride de la mi-septembre 2022, la police reçut un renseignement qui allait changer le cours de l'enquête. Il était environ 15 heures lorsque le téléphone du détective Monroe sonna. L'appelant, qui souhaitait garder l'anonymat, prétendait détenir des informations cruciales sur Lisa Clark, l'une des principales suspectes du meurtre de Tyler Martin. L'informateur laissait entendre qu'il s'agissait de quelque chose de plus sinistre qu'une simple liaison, un secret que Lisa cachait depuis des années. Les détectives ne perdirent pas de temps. Ils se rendirent directement au bureau de Lisa, situé dans un petit bâtiment quelconque à la périphérie de Southville. Le panneau au-dessus de la porte indiquait « Glamour Glow », le nom de la société de marketing à paliers multiples que Lisa dirigeait depuis près d'une décennie. De l'extérieur, le bureau ressemblait à n'importe quelle autre petite entreprise, mais à l'intérieur, les détectives découvrirent un retournement de situation choquant. En entrant dans le bureau, les détectives furent frappés par le silence inquiétant. L'endroit était rempli de produits de beauté, des étagères garnies de crème, de lotions et de maquillage, mais il n'y avait aucun employé en vue. Le détective Perez remarqua une porte verrouillée à l'arrière du bureau. Après quelques tentatives de persuasion, l'assistante de Lisa, une jeune femme nerveuse d'une vingtaine d'années, lui remit la clé à contre-cœur. Derrière la porte se trouvait le bureau privé de Lisa, et ce que les détectives ont trouvé à l'intérieur était à la fois dérangeant et révélateur. Les murs étaient couverts de photos, dont beaucoup de dénudés, de Tyler, la plupart étant sexuellement explicites et inappropriées. Dans un coin, il y avait un sanctuaire d'amour improvisé dédié à Tyler, avec des bougies, des bibelots et des notes manuscrites. Il était clair que l'obsession de Lisa pour Tyler était allée bien au-delà d'une simple liaison. Mais ce n'était pas tout. En poursuivant leur fouille du bureau, les détectives ont découvert une pile de documents qui révélaient le côté obscur de Glamour Glow. Le système de marketing à plusieurs niveaux n'était pas seulement une entreprise,
C'était une arnaque qui s'attaquait aux femmes vulnérables du Sud, dont beaucoup étaient des mères célibataires en difficulté financière. Les documents révélaient que Lisa exploitait ces femmes, les persuadait d'investir des milliers de dollars dans des produits de beauté qu'elle ne pouvait pas vendre, tout en les forçant à travailler jusqu'à 20 heures par jour pour rembourser leurs dettes. La pression financière avait ruiné des centaines de vies, laissant ces femmes dans le désespoir. La découverte des pratiques commerciales frauduleuses de Lisa a fourni un nouveau motif au meurtre. Le monde de Lisa commençait à s'écrouler, et la pression de préserver son image, combinée à son amour obsessionnel pour Tyler, l'avait peut-être poussée à tuer. Grâce à ces nouveaux éléments, la police avait une image plus claire de Lisa Clark, une femme prête à tout pour protéger ses secrets, même si cela signifiait commettre un meurtre. Les détectives savaient qu'ils se rapprochaient de la vérité, mais ils comprenaient également que découvrir l'étendue des crimes de Lisa ne serait pas une tâche facile. Le 25 septembre 2022, les autorités de Southville, au Texas, étaient enfin prêtes à agir. Après avoir méticuleusement rassemblé les preuves, y compris les découvertes troublantes faites au bureau de Lisa Clark, Glamour Glow, elles étaient convaincues d'avoir identifié la personne responsable du meurtre brutal de Tyler Martin. Lisa, âgée de 44 ans, était devenue de plus en plus obsédée par le petit ami de sa fille, C.E., qui l'avait conduite à commettre un crime inimaginable. Lisa Clark était connue pour être une femme d'affaires charismatique et prospère, qui dirigeait une société de marketing à paliers multiples appelée Glamour Glow. Cependant, sous son apparence soignée, Lisa cachait de sombres secrets. L'enquête a révélé qu'elle entretenait une liaison avec Tyler depuis plusieurs mois. Lorsque Tyler a tenté de mettre un terme à cette liaison pour se concentrer sur sa relation avec Emma, la fille de Lisa, l'obsession de Lisa a pris une tournure mortelle. La nuit du meurtre, Lisa a affronté Tyler dans la cuisine de la maison de sa grand-mère, un endroit où ils s'étaient déjà rencontrés en secret à de nombreuses reprises. Poussée par la jalousie et la peur de perdre le contrôle, Lisa s'est emparée d'un couteau de cuisine et a poignardé Tyler à plusieurs reprises. L'attaque a été brutale, lui laissant de graves blessures et les yeux presque crevés. Après le meurtre, Lisa a tenté de couvrir ses traces, mais son comportement obsessionnel et ses transactions commerciales frauduleuses ont finalement conduit les autorités directement à elle. L'arrestation a eu lieu aux premières heures du 25 septembre. Les autorités sont arrivées au domicile cossu de Lisa, dans un quartier résidentiel calme, juste au lever du soleil. Elles ont frappé à la porte et Lisa a ouvert, toujours en pyjama de soie, ne s'attendant visiblement pas à des visiteurs. Les enquêteurs l'ont calmement informée qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de Tyler Martin. La réaction de Lisa a été un mélange de choc et de défi. Elle a essayé de garder son sang-froid, mais les autorités ont pu lire la panique dans ses yeux. Alors que Lisa était menottée et conduite vers le véhicule qui l'attendait, ses voisins la regardaient avec incrédulité. Beaucoup avaient admiré Lisa pour sa réussite en affaires, sans savoir que derrière sa façade glamour se cachait une sombre vérité. La nouvelle de son arrestation s'est rapidement répandue dans la communauté et, lorsque le véhicule est parti, les rues étaient déjà pleines de ragots. De retour au commissariat, Lisa a été arrêtée et placée en cellule de détention. Les enquêteurs l'ont interrogée, mais elle a tout nié, affirmant son innocence. Cependant, les preuves contre elle étaient accablantes et les autorités étaient convaincues d'avoir affaire à la bonne personne. L'arrestation a apporté un sentiment de soulagement à la famille de Tyler, qui vivait dans la peur et l'incertitude depuis sa mort. Même si l'affaire était loin d'être terminée, avec Lisa Clark en détention, les autorités étaient un pas de plus vers la justice pour Tyler Martin. Le procès de Lisa Clark pour le meurtre de Tyler Martin a commencé le 10 décembre 2022 au tribunal du comté de Harris, à Southville, au Texas. L'affaire a suscité une attention médiatique importante, les médias locaux ayant couvert tous les détails. La salle d'audience était remplie de spectateurs impatients de voir comment l'affaire allait se dérouler. L'accusation était dirigée par le procureur adjoint Martin Steele, un avocat chevronné connu pour sa ténacité au tribunal. Steele, 53 ans, avait la réputation d'être minutieux et fiable, et cette affaire ne faisait pas exception. Dès le début, il a dressé le portrait accablant de Lisa, une femme animée par la jalousie et l'obsession.
Il a soutenu que Lisa avait brutalement assassiné Tyler dans un accès de rage après qu'il ait tenté de mettre fin à leur liaison. En utilisant des preuves matérielles et des témoignages d'enquêteurs pour étayer son dossier, Steele a également exposé l'entreprise de Lisa, Glamour Glow, comme une escroquerie qui s'attaquait aux femmes vulnérables, la décrivant encore plus comme une personne manipulatrice et dangereuse. Du côté de la défense, l'avocat Charles Chuck Monroe, un avocat expérimenté et avisé, qui a défendu des clients de renom, était connu pour son calme et sa capacité à semer le doute dans l'esprit des jurés. Il a soutenu que les preuves contre Lisa étaient circonstancielles et suggérait que quelqu'un d'autre, peut-être Emma Clark, aurait pu commettre le crime. Monroe a également essayé d'humaniser Lisa, en la présentant comme une mère aimante et une femme d'affaires prospère qui avait été injustement ciblée par les médias et le ministère public. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'impact émotionnel sur la famille de Tyler était évident. Sa grand-mère, qui l'avait élevé, assistait à chaque audience, tenant dans ses mains une vieille photo de Tyler. Sa petite amie, Emma Clark, était assise aux côtés de son père, tous deux visiblement ébranlés par la procédure. La tension dans la salle d'audience était palpable, en particulier pendant le témoignage du détective principal, qui a détaillé la nature horrible des blessures de Tyler et les preuves reliant Lisa au crime. Le 24 décembre 2022, après 2 semaines de témoignages et seulement 4 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Lisa Clark fut reconnue coupable de meurtre au premier degré. Le verdict fut accueilli avec des larmes de soulagement par la famille de Tyler, tandis que Lisa restait stoïque, bien que le visage de la victime pâlit lorsque le mot « coupable » résonna dans la salle d'audience. Le verdict fut prononcé le 5 janvier 2023. Lisa fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette sentence fut une fin sévère mais appropriée à une affaire qui avait choqué la communauté. Pour la famille de Tyler, le verdict apporta un sentiment de justice, même si la douleur de sa perte ne se refermerait jamais complètement. Le procès révéla également le côté sombre de l'entreprise de Lisa, ce qui conduisit à de nouvelles enquêtes sur Glamour Glow et ses pratiques. La condamnation marqua la fin d'un chapitre, mais la communauté réfléchit à la tragédie et à ses conséquences durables. Après le procès, la vie à Southville, au Texas, reprit lentement son cours normal, mais le choc du meurtre de Tyler Martin resta dans la communauté. Le quartier très uni, où chacun connaissait les affaires de chacun, fut transformé à jamais. La maison des Clark, autrefois animée, devint silencieuse. La condamnation à perpétuité de Lisa Clark laissa un vide dans la famille difficile à combler. Son mari, Robert Clark, un avocat réputé, tenta de maintenir un semblant de normalité, mais le scandale et la perte pesèrent lourdement sur lui. Il continua son travail, mais se retira des cercles sociaux, évitant les regards curieux et les conversations à voix basse qui le suivaient partout où il allait. Emma Clark, la fille de Lisa, a eu du mal à aller de l'avant. La révélation de la liaison de sa mère avec Tyler et du meurtre brutal ont bouleversé son univers. Elle a quitté Southville peu après le procès, s'inscrivant dans une université hors de l'État pour échapper à ses souvenirs douloureux. Bien qu'elle ait essayé de se concentrer sur ses études, le traumatisme n'était jamais loin de son esprit. Ses amis ont dit qu'elle était devenue plus réservée, n'étant plus la fille brillante et ambitieuse qu'elle était autrefois. Les conséquences du procès ont également eu un impact considérable sur la communauté dans son ensemble. Glamour Glow, la société de marketing à paliers multiples de Lisa, a fait l'objet d'une surveillance intense. Les enquêtes ont révélé l'ampleur des dommages financiers et émotionnels causés par l'entreprise, ce qui a conduit à sa fermeture. De nombreuses femmes qui avaient investi dans l'entreprise se sont retrouvées endettées et leur vie a été bouleversée par l'escroquerie. Les médias locaux ont continué à couvrir les retombées de l'affaire et le scandale est devenu un avertissement sur les dangers des entreprises prédatrices. Au final, le procès et ses conséquences ont laissé une marque durable sur toutes les personnes impliquées. C'est un rappel tragique de la rapidité avec laquelle des vies peuvent être brisées et de la façon dont les conséquences des actes d'une seule personne peuvent se répercuter sur toute une communauté.